Le samedi matin, cette jeune mère de famille préférerait le passer à la maison avec son fils. Mais comme toutes les fins de semaine, le frigo est vide et il faut bien le remplir. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, Colombe va se laisser guider par une petite voix intérieure qui lui dicte ses achats. Je regarde le prix la plupart du temps. Et après, je regarde le packaging, s'il me donne envie ou pas. Et dans un packaging comme celui-là, par exemple, qu'est-ce qui peut vous attirer? Bon, il est sobre, il n'y a pas de couleur trop flashy qui ne donne pas envie, on voit bien le produit. Voilà. Les emballages sont des outils marketing très efficaces. On en oublierait presque leur fonction première, préserver les aliments et les conserver le plus longtemps possible. Comme beaucoup de Français, Colombe n'a jamais songé que ces emballages puissent être une source de danger potentiel pour elle et sa famille. Et pourtant, depuis quelque temps, les emballages de nos aliments sont pointés du doigt. Les emballages, on en a sur tous nos produits et de toutes les matières. On s'en sert pour stocker nos aliments. Un sachet en plastique pour la salade. Une boîte en carton pour les lasagnes. Un pot en verre pour la confiture. On s'en sert aussi pour cuire nos plats directement au four. C'est ce qui est marqué sur l'instruction, donc ouais, je le mets directement au four. Comme beaucoup de consommateurs, le jeune couple ne se pose pas plus de questions sur ces emballages. Depuis quelques années pourtant, les contenants alimentaires préoccupent les autorités sanitaires. Elles se sont rendues compte que certaines substances chimiques de ces emballages passaient directement dans nos aliments. La substance la plus décriée, le bisphénol A. Il mettrait les consommateurs en danger. Le bisphénol serait néfaste pour la reproduction humaine. Il serait aussi impliqué dans l'épidémie de diabète. Résultat, par mesure de précaution, la France a décidé de l'interdire dans les biberons. Pas de biberon au bisphénol A dans la cuisine de Colombe. C'est une préoccupation que la jeune mère de famille avait bien en tête à la naissance de son fils Tristan. Je l'ai acheté en pharmacie, il n'y avait pas de mention particulière par rapport à ce biberon. D'accord, donc a priori, vous pensez vous en être débarrassé de ce bisphénol? Ah, dans le biberon, ouais, là-dessus, j'ai pas trop de doutes quand même. Colombe pense avoir éliminé le bisphénol de sa maison. Voilà. Et pourtant, nous allons lui apprendre lors de ce tournage qu'elle en a encore plein ses placards. Par exemple, dans ses boîtes de conserve ou encore dans ses canettes de soda. Vous savez qu'il y a du bisphénol à l'intérieur de la canette? Dans la canette? Oui. Ah non, pas du tout. C'est vrai? Il y a un revêtement à l'intérieur pour protéger le métal de la boîte et il est fait à base de bisphénol. Bah non. On trinque au bisphénol. Bon bah, chine. Et vous allez voir que le bisphénol, on n'en a pas mis que dans les biberons et les canettes. Depuis 60 ans, le bisphénol est le plastique roi de la ménagère. On en fait des assiettes, des ustensiles de cuisine, des boîtes pour conserver les restes. Derrière ce matériau, le docteur Hermann Schnell, un chercheur de la firme allemande Bayer. En 1953, il invente un plastique uniquement composé de bisphénol, le polycarbonate. Il a les avantages du verre, sans en avoir les inconvénients. Il est transparent, mais il ne casse pas. Cette solidité à toute épreuve va faire le succès du bisphénol. On l'utilise même sous forme de revêtement intérieur dans les canettes et les boîtes de conserve pour rendre le métal encore plus résistant. On trouve donc du bisphénol partout. Alors, pour limiter les risques, la France a purement et simplement décidé de l'interdire. Au 1er janvier 2015, il devra avoir disparu de tous nos emballages alimentaires. Pour les industriels des emballages, une course contre la montre s'est donc engagée. Il faut trouver un substitut au bisphénol et vite. Un chantier compliqué et onéreux. Dans cette usine de la Sarthe, une des plus grandes du pays, on produit 1 milliard de boîtes de conserve par an.
Elles seront vendues aux industriels de l'agroalimentaire. Ils les rempliront de haricots, de petits pois ou de sardines. Des aliments que nous pourrons conserver des années dans nos placards, à une condition, que la boîte reste en parfait état. Et Emmanuel Gillot, le directeur de la qualité de l'usine, le sait. Certains aliments particulièrement acides, comme les tomates, peuvent endommager les boîtes de conserve. L'aliment directement dans la boîte de conserve, vous auriez un risque de bombage de la boîte ou même de perforation rapide, en particulier si l'aliment est agressif. Pour assurer à ses clients que leurs aliments vont être parfaitement conservés, le fabricant soigne ses boîtes dès le début de la chaîne. C'est là où tout se joue. Il dépose un film protecteur sur la feuille d'aluminium. On appelle cela un vernis. Une fois cuit, il fait office de barrière entre le métal de la boîte et l'aliment. Il y a encore très peu de temps, presque tous les vernis utilisés dans les usines du groupe contenaient du bisphénol. Car c'est un matériau miracle. Il contre les attaques des aliments les plus acides. Et en plus, il résiste aux étapes de transformation du métal les plus traumatisantes, comme l'emboutissage. Même avec des pressions de plusieurs tonnes, le vernis à base de bisphénol reste bien collé au métal. Mais le fabricant de boîtes n'a pas le choix. Au 1er janvier 2015, il devra renoncer à cette molécule miracle. Et c'est loin d'être simple. Dans le centre de recherche et de développement de ce fabricant, les 70 salariés planchent tous sur le retrait du bisphénol. Avec les autres professionnels du secteur, ils ont déjà investi des dizaines de millions d'euros pour ça. Il faut trouver un substitut au bisphénol qui ne coûte pas trop cher et surtout qui soit efficace. Chaque jour, Marie Laroche teste de nouveaux vernis. Dans ses armoires, elle stocke des milliers de boîtes de conserve en cours de test. Qu'est-ce que vous cherchez à détecter, Marie? S'il y a des boîtes qui sont fuites ou bombées. D'accord. À l'œil nu À l'œil nu, déjà, si on a un problème là, c'est que c'est un mauvais candidat. Okay. Pour corser le test, Marie va chauffer ses boîtes. Ça se passe dans cette salle, où la température est portée à 37 degrés. Alors pourquoi vous les mettez au chaud comme ça, ces boîtes? Pour accélérer les phénomènes de corrosion et voir si notre boîte va atteindre la durée de vie souhaitée par le client. Donc vous leur donnez un petit coup de vieux là? C'est ça. Par exemple, si on veut regarder ce qui se passe au bout de 2 ans à température ambiante, on les laissera 6 mois à 37 degrés. La chercheuse a testé des centaines de vernis sans bisphénol. Mais à ce jour, aucun n'a réussi à s'imposer comme alternative universelle à l'ancien produit. Il faut en effet trouver autant de nouveaux vernis que de types d'aliments. Ce jour-là, par exemple, elle teste une boîte de cassoulet. Des haricots blancs, de la viande et de la sauce tomate. Un cocktail d'ingrédients qui peut avoir occasionné de micro-attaques de la boîte, invisibles à l'œil nu. Et c'est ce que les équipes de Marie vont chercher à vérifier au microscope. Des traits blancs sont visibles. L'intérieur de la boîte de conserve est rayé. Cela veut dire que le cassoulet a rongé le vernis. Donc on a effectivement un point de corrosion ici, toute cette partie-là, donc qui ressemble à un cratère si vous voulez, c'est la piqûre de corrosion. Donc on voit. Et donc ça, c'est l'aliment qui a rongé le métal. Et oui, c'est ça. Et donc ça veut dire que le vernis n'a pas fait office de barrière? Tout à fait, il n'est pas assez résistant vis-à-vis du produit conditionné. Marie devra donc trouver un autre vernis avant la date fatidique du 1er janvier 2015. Mais qu'en est-il de ces substituts pour notre santé? Ces nouveaux vernis sont-ils sûrs? Peuvent-ils représenter un danger comme ceux à base de bisphénol? Le directeur de la recherche du groupe, Philippe Jiménez, se veut rassurant. Les composants de ces nouveaux vernis sont tous autorisés par les agences sanitaires européennes. Nous utilisons des vernis qui sont élaborés à partir de constituants qui sont sur une liste positive, c'est-à-dire qui sont agréés. Donc c'est des familles qui sont sûres, autant que la science nous permet de le dire aujourd'hui. Pas question de prendre des risques, le fabricant doit forcément utiliser des substances chimiques autorisées. Car une fois les boîtes remplies, certaines molécules finiront par passer dans l'aliment. C'est inévitable. Mais les boîtes de conserve et les plastiques sont très surveillées par les autorités.
Un emballage, cependant, échappe à toute norme et à tout contrôle. Un emballage qui est pourtant de plus en plus critiqué. L'affaire du lait infantile contaminé, Nestlé avec sa marque Miloupa est dans l'œil du cyclone. Le procureur général a demandé le retrait de tous les produits. En 2006, un scandale alimentaire d'un nouveau genre éclate en Italie. C'est un aliment particulièrement sensible qui a été contaminé par son emballage, du lait pour bébé. En cause, Nestlé, le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire. Des millions de litres de lait sont retirés des rayons, en Italie, mais aussi au Portugal, en Suisse et en France. À l'origine de cette contamination, le carton de l'emballage. Il y en a pour les pâtes, les lentilles, les biscuits. Ces boîtes carton envahissent nos rayons. Le souci, c'est qu'aucune réglementation sanitaire n'encadre leur utilisation. 7 ans après le scandale, rien n'a changé en Europe, sauf en Suisse, où une loi a été possible grâce à l'acharnement d'un homme, Conny Grob. Dans son laboratoire de Zurich, ce chercheur a fait une découverte fondamentale. Il s'est aperçu que le problème venait des encres déposées sur ces boîtes. Elles sont composées d'huile minérale, c'est-à-dire de dérivés du pétrole. Et ces produits chimiques finissent par pénétrer à l'intérieur des aliments. La teneur d'huile minérale d'une boîte de ce type est de l'ordre de 2-3 gouttes. 60 à 80% de ça finit dans l'aliment. On le mange. Ouais. Le carton, c'est complètement poreux, alors ce n'est pas une barrière du tout. Et il faut combien de temps pour que les huiles minérales traversent? Oh, c'est un peu difficile à dire, mais ce n'est pas une journée. Ça va très vite. Et la présence d'un sachet en plastique à l'intérieur du carton ne règle pas forcément le problème. Les huiles minérales dérivées du pétrole peuvent aussi passer à travers. Avec les yeux, on ne peut pas distinguer si c'est un plastique qui est étanche contre la migration du carton à l'interne ou pas. La grande majorité des sacs traditionnels laissent passer l'huile minérale sans rien. L'an dernier, les autorités sanitaires européennes ont reconnu que ces huiles minérales étaient préoccupantes. Elles ont en effet indiqué que ces huiles pouvaient avoir des effets indésirables sur le foie, provoquer des cancers ou endommager l'ADN des cellules humaines. Et pourtant, aussi aberrant que cela puisse paraître, leur utilisation est toujours autorisée. Sentant la pression monter, les fabricants d'encre se sont néanmoins mis à chercher des alternatives aux huiles minérales. Parmi les précurseurs, Huber Group à Munich, en Allemagne, le 4e fabricant d'encre mondial. Pendant longtemps, il a vendu aux industriels de l'agroalimentaire la même encre qu'aux imprimeurs de journaux, de l'encre à base d'huile minérale. Vous avez commencé la production déjà? Oui, nous avons commencé l'encre noire. Mais il y a quelques années, le fabricant allemand a flairé un nouveau marché. Désormais, il vend principalement une nouvelle génération d'encre. Elles sont toujours de toutes les couleurs, noires, rouges, vertes, mais elles ne contiennent plus aucun dérivé de pétrole. Nous produisons ici des encres à faible migration, qui sont spécialement étudiées pour le packaging alimentaire, celui des céréales, des barres chocolatées, tous ces emballages papier ou carton. Alors, par quoi le fabricant allemand a-t-il remplacé les huiles minérales toxiques de ces encres? La réponse se trouve dans ce seau. C'est une huile naturelle, la même que vous utiliseriez dans votre salade par exemple. Elle est faite à partir d'un aliment. Et quels sont les ingrédients? Ah non, ça je peux pas vous le dire, c'est un secret. C'est fait à partir de produits naturels, mais on l'a un peu modifié. Et vous en mangez? Bien sûr, vous pouvez le manger. Ça a quel goût? Au goût, ça n'est vraiment pas bon. Mais ça n'a aucun danger pour la santé.
Dans cette huile, il y aurait un mélange de soja et de lin, que des ingrédients végétaux. Aucun danger pour la santé. Même si ces encres coûtent 30% plus cher, les industriels de l'agroalimentaire ont sauté le pas. Chez Huber Group, 9 clients sur 10 utilisent désormais ces encres à base d'huile végétale. Une initiative louable de la part des industriels, mais qui est loin de régler le problème. Retour au laboratoire de Conny Grob, le spécialiste européen des encres. Il a prouvé que les sources de pollution par les huiles minérales à base de pétrole étaient beaucoup plus larges qu'on ne le pensait. La contamination des aliments ne provient pas uniquement des encres déposées à la surface du carton, elle peut aussi venir du carton en lui-même, lorsque celui-ci est recyclé. Si on ouvre, on voit qu'à l'interne de sa grille, typiquement recyclées, toutes ces fibres contiennent tous les encres adhésifs, tous les chimies qu'on a utilisées pour fabriquer le carton recyclé. Et pour ce carton-là, il faut aussi trouver une solution. Le carton recyclé, on le pensait bon pour l'environnement, mais voilà qu'il pourrait être dangereux pour la santé. Certaines marques anglaises très connues de l'agroalimentaire sont en train de changer leur packaging à cause de problèmes sanitaires liés au carton recyclé. En 2011, le scandale éclate au Royaume-Uni. On retrouve de fortes doses d'huile minérale dans des céréales pour petit déjeuner. À l'origine de la contamination, leurs boîtes en carton recyclé. Elles ont été fabriquées à base de différents composants, des cartons alimentaires, mais aussi des journaux chargés d'huile minérale. De rares industriels décident d'arrêter le recyclé et de le remplacer par du carton vierge, qui coûte 30% plus cher. Tous les autres industriels de l'agroalimentaire vont, eux, refuser de faire une croix sur ces emballages bon marché. En France, 60% de nos emballages alimentaires en carton proviennent du recyclage. Cette usine, dans le Pas-de-Calais, est la seule en France à fabriquer du carton 100% recyclé destiné au contact alimentaire. Elle achète de vieux papiers et cartons au centre de tri. Ils sont broyés et mouillés pour former de la pâte à papier. Ces presses énormes vont ensuite aplatir cette pâte et la transformer en carton. Ces feuilles serviront à fabriquer des boîtes de biscuits, de fromage ou encore des emballages yaourt. Même au verso, t'as pas de problème. Verso est bon. Depuis le scandale des céréales contaminées en Angleterre, le fabricant de carton recyclé s'est fixé comme objectif de réduire son taux d'huile minérale au plus bas. Pour cela, il a modifié ses achats de vieux papiers. Il a arrêté d'acheter ce qui polluait le plus, les vieux journaux, très chargés en huile minérale. Désormais, c'est uniquement au reste de vos poubelles que s'intéresse Benoît Rimbaud, le directeur de l'usine. Vous avez de l'emballage, du carton ondulé. Alors pour retrouver des publicités que vous avez chez vous. A priori, les cartons d'emballage alimentaire ne posent pas de problème. La plupart sont passés aux encres à base d'huile végétale. Mais ce n'est pas le cas des papiers non alimentaires. Dans cette balle de vieux papier, il y a probablement des cartons qui ont emballé des télés ou des frigos. Il y a aussi des publicités et des catalogues. Et en cherchant bien, on trouve encore quelques journaux. Auparavant, on était à 20% de journaux. Aujourd'hui, c'est moins de 5% dans une balle de ce type-là. Pour éliminer ces huiles minérales, Benoît Rimbaud nous assure qu'il a la solution. Il nettoie sa pâte à papier. Il la fait tremper dans ses cubes avec du savon pour retirer les contaminants potentiels. Le savon entraîne les encres en surface, on vient les aspirer, elles sont éliminées. Et ça marche aussi bien pour les encres à base d'huile végétale que minérale ? Au dire du directeur de l'usine, le carton recyclé qui sort de cette ligne de production serait donc propre comme un sous-neuf. Nous avons voulu en avoir le cœur net.
Est-ce que vous seriez prêt à nous donner quelques échantillons de carton pour qu'on les fasse analyser, qu'on vérifie ça? Avec grand plaisir. Ça, c'est les chutes. Donc les chutes, on peut vous les donner. Je vous donne ça. Nous avons fait analyser cet échantillon par Conny Grob et son laboratoire spécialisé en Suisse. Selon lui, pour que le carton recyclé ne contamine pas l'aliment, il devrait contenir moins de 4 mg d'huile minérale par kilo de carton. Malgré les efforts du fabricant de papier, le test révèle que son échantillon en contient une quantité bien plus importante, 250 mg par kilo. Un résultat qui n'étonne pas vraiment le chercheur. C'est la teneur moyenne pour un carton recyclé. Pour lui, le nettoyage de la pâte à papier avec le savon n'est pas suffisant pour éliminer toutes les huiles minérales. Ça enlève surtout les pigments. Ça enlève aussi, par exemple, l'huile minérale qui est dans les particules du pigment. Mais le reste est entré dans les fibres et on ne peut pas enlever ça. La seule solution pour le chercheur, doubler le carton recyclé d'une seconde paroi vraiment étanche, comme de l'aluminium par exemple. Une piste à l'étude chez le fabricant, mais qui devrait forcément faire augmenter le prix du carton recyclé.